Alors Bernard Bensaïd, bonjour. Vous êtes le fondateur du groupe AVEC. Vous avez construit un groupe de santé de prise en charge de la dépendance qui se classe aujourd'hui dans le top 10 des groupes de santé français. Alors lors de cette conférence qui nous réunit aujourd'hui, vous allez nous présenter ce que vous appelez la troisième voie pour le futur de la santé et surtout nous partager votre vision sur comment améliorer et développer l'offre globale de santé et de prise en charge de la dépendance, bien sûr, dans les territoires, et surtout en nous donnant un message qui nous dit et qui va nous démontrer que oui, c'est possible. Alors Bernard Bensaïd, en préambule et pour commencer cette conversation, vous êtes un acteur atypique dans le secteur de la santé et de la prise en charge de la dépendance. Qu'est-ce qui vous motive et quel est votre moteur ? Merci Sandrine, merci à tout le monde d'assister à cette conférence sur un projet qui me tient cher au cœur. Ce qui a présidé, si vous voulez, à mon virage, je dirais, d'un monde académique, d'un monde de la recherche à un monde opérationnel, c'est le sens très fort que j'avais d'un déclassement de la France dans ce sujet de la santé et de la prise en charge de la dépendance. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'un économiste peut apporter dans ce contexte ? Et bien entendu, l'économiste, c'est celui qui gère bien des ressources rares. Et donc là, c'était est-ce qu'on gère bien nos ressources qui deviennent de plus en plus rares dans le monde de la santé, dans le monde du médico-social. On a très peu de médecins, de moins en moins. On a de moins en moins de soignants, on a de moins en moins d'auxiliaires de vie sociale, d'aide à domicile. Et donc, comment on pouvait mieux gérer tout ça ? Comment est-ce qu'on peut mieux gérer tout ça ? Il y a un constat. Exactement. Donc, des constats où, globalement, les acteurs ne travaillent pas assez ensemble. Des constats où les acteurs ne se coordonnent pas, n'arrivent pas à se coordonner, malgré tous les moyens qu'on essaie de mettre en œuvre, des moyens électroniques, des moyens financiers, des moyens humains. Et un constat où les acteurs, au lieu d'être en coopération, en accompagnement du patient et de la personne dépendante, sont en compétition. Le public contre le privé, le non lucratif contre le lucratif. Voilà, tous ces sujets-là qui font qu'effectivement, un dysfonctionnement de notre système, avec un système qui coûte très cher aux Français, puisqu'il coûte plus cher que par exemple, ce qu'il coûte aux Allemands, plus cher que ce qu'il coûte aux Espagnols. Et au bout du compte, un système qui, contrairement à ce que les Français veulent bien croire, qui est moins efficace que le système allemand ou que le système français. Alors, ce qu'on préconise, c'est une vraie transformation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation écologique, de transition écologique. On parle beaucoup de transition démographique. Nous, on propose une transition médicale et médico-sociale. Donc, c'est une vraie transition. Alors, c'est une transition vers quoi ? C'est une transition vers ce qu'on appelle l'opérateur global. L'opérateur global de prise en charge de la santé et de la dépendance. Des opérateurs qui ont la responsabilité de la prise en charge de la personne âgée dès les premiers signes, je dirais, de dépendance et qui accompagneraient la personne âgée sur tout le parcours, aussi bien à domicile qu'en EHPAD, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Donc c'est ça l'opérateur global. Alors l'opérateur global, il présente 3 avantages majeurs. C'est que d'abord, il connaît bien la personne âgée. Donc puisqu'il connaît bien la personne âgée, il va mieux la prendre en charge. Deuxième avantage, c'est que, si vous voulez, il n'y aura pas de rupture dans la prise en charge, parce que c'est le même opérateur qui est du début jusqu'à la fin en charge de cette personne âgée, et donc qui a une obligation de résultat par rapport à cette prise en charge. Donc ça, c'est très important. Et troisième avantage, c'est que vous savez très bien que notre système de santé, et là c'est l'économiste qui parle, est entre guillemets pollué par un système de rémunération qui génère des mauvaises incitations. On le connaît tous, ce système. C'est le système de la tarification à l'acte. Dans un système de tarification à l'acte, on a tous individuellement intérêt à pratiquer plus d'actes. Et donc, on a un système qui génère trop d'actes. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, notre président de la République dit qu'il y a à peu près sur les 300 milliards de dépenses de santé, 300 milliards, c'est 12% du PIB, c'est juste énorme. Notre président de la République dit qu'il y a plusieurs points, voire au moins 10% des actes qui sont inutiles, voire nuisibles. Et ça, c'est des sommes qui sont énormes.
financièrement et qui consomme beaucoup de ressources humaines aussi. Et donc, le troisième avantage de notre système, c'est qu'il ouvre la porte à un changement de rémunération du système de santé et du système médico-social. Et ce serait un changement dans le sens où on pourrait faire une tarification à ce qu'on appelle la capitation. La capitation, c'est on ne facture plus à l'acte, mais on facture à la prise en charge de la personne âgée dès les premiers signes de sa dépendance jusqu'à malheureusement la fin. Alors, on l'a vu, hein, vous citez comme référence souvent le pays de l'Espagne. Vous prenez 20 indicateurs de santé, si vous voulez, vous pouvez m'en donner un, je les ai ici. Ils nous battent sur tous les indicateurs. Sur tous les indicateurs, ils nous battent. Alors vous allez me dire, oui, mais ils vivent au soleil. C'est plus, le soleil, c'est merveilleux. Ok, très bien, mais nous, on a moins de soleil, mais on a, si vous voulez, le plus beau pays du monde. Voilà. Donc je ne sais pas si on peut aller dans ce terrain-là. En tout cas, c'est très intéressant. Et eux, effectivement, ils ont des opérateurs global de santé. C'est-à-dire que la personne âgée, elle est identifiée. Dès qu'elle est identifiée, on lui donne un opérateur qui va la prendre en charge sur tout ce parcours, du domicile à l'EHPAD, de la ville à l'hôpital. Et c'est le même opérateur qui va la prendre en charge. Alors, pour bien comprendre, Bernard Ben Saïd, est-ce que vous pouvez illustrer d'exemples les avantages de ce nouveau modèle que vous défendez, celui d'opérateur global ? Alors, les avantages sont multiples. Bon, si vous voulez, d'abord, il y a un premier avantage très important, c'est que l'opérateur global, par définition, il va faire la coordination. On n'a pas besoin de lui donner des incitations à faire la coordination, puisque lui-même, il doit se coordonner entre les différents lieux de prise en charge. Donc, par définition, la coordination est interne. Deuxième point très important, c'est que, si vous voulez, dans notre système aujourd'hui, on ne se fait pas confiance. Alors, la confiance et également, dans notre système actuel, l'obligation de résultat s'arrête au moment où le patient quitte l'établissement. Alors, ça, c'est un point très important. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre système, on a la responsabilité de la prise en charge dans son établissement, que ce soit à domicile. Ensuite, boum, on envoie à l'hôpital, on n'a plus la responsabilité. Ensuite, l'hôpital renvoie en SSR ou en EHPAD, il n'a plus la responsabilité. Donc la responsabilité de chaque établissement s'arrête, si vous voulez, à la sortie de l'établissement. L'opérateur global, il ne pourra pas dire moi je m'arrête là. Non, il a la responsabilité sur tout le parcours. Il a la responsabilité sur le parcours et il a aussi la responsabilité donc, de la prise en charge et aussi la responsabilité financière. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, vous savez très bien qu'un très gros problème de l'hôpital, c'est l'embolisation des lits. Embolisation des lits, vous allez avoir des prises en charge qui vont être très au-delà des 10 jours et on va avoir du 20 jours, du 30 jours, même on va trouver même du 3 mois, du 90 jours. L'hôpital, le lit en hôpital, la journée, ça coûte 1 000 euros. Ça coûte 1 000 euros au système. Et à la limite, l'hôpital n'a pas forcément très envie que, si vous voulez, la personne âgée quitte l'hôpital, puisque c'est des recettes pour lui. Or, vous voyez bien que si on redistribuait ces sommes-là sur le domicile ou sur l'EHPAD, voilà, ou même sur des résidences autonomie, eh bien, ou sur des services autonomie, eh bien, vous voyez bien que ça ferait des sommes beaucoup plus importantes. L'opérateur global, il a intérêt à gérer au mieux ses ressources rares, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout des opérateurs verticaux qui ont... si vous voulez, travaille avec le système de rémunération à l'acte qui contient en lui les mauvaises incitations. Bernard Ben Saïd, l'opérateur global de santé, c'est mieux pour le patient. Vous avez d'autres exemples pour terminer de nous convaincre si on ne l'était pas encore ? Les autres exemples, je dirais, c'est que typiquement, c'est celui de ce monde où on sait très bien qu'aujourd'hui, nos ressources vont diminuer. Donc, on est obligé d'aller dans cette direction. Par exemple, typiquement, aujourd'hui, on sait très bien que la prise en charge en silo, elle conduit à des coûts de déplacement qui sont très importants. Dans une prise en charge globale, si vous voulez, qui met l'accent sur la prévention, eh bien, nos coûts de déplacement vont diminuer. On a vu par exemple la sécurité sociale aujourd'hui dire « Allez, on va commencer à rationner la prise en charge par les taxis, par les ambulances, par tous ces acteurs qui déplacent les personnes qui ont besoin d'être pris en charge. » L'opérateur global il va diminuer, si vous voulez, le coût de ses ressources rares. Enfin, je pense que c'est la bonne solution. C'est l'opérateur global, il réconcilie 3 irréconciliables que sont l'intérêt du patient,
l'intérêt de l'opérateur et l'intérêt de la collectivité. Bon alors, Bernard Ben Saïd, vous me décrivez un monde merveilleux où on a résolu tous les problèmes de notre système de santé. Alors pourquoi cela n'existe pas déjà? Et votre système de santé doit bien avoir quelques failles quand même. Alors vous avez raison et vous avez tort. Bon, d'abord il existe, puisque je vous ai dit qu'il existe en Espagne. Et c'est pour ça que l'Espagne a des chiffres et a des indicateurs qui sont exceptionnels. Alors pourquoi il n'existe pas? Alors en fait, les économistes ont une théorie assez classique et Bercy travaille beaucoup sur cette théorie. C'est que lorsqu'on est dans un état du système qui est mauvais et qu'on veut changer d'état vers un état qui est plus efficace, qui est optimal, ce que disent les économistes, et bien en fait, lors du passage d'un état à un autre, oui, on va gagner à l'issue du nouvel état, mais lors du passage, il y aura beaucoup de perdants. Beaucoup de perdants. Voilà. Imaginez un niveau d'équilibre, je ne sais pas, qui est là, puis vous avez un autre équilibre qui est plus haut, mais que pour passer de l'un à l'autre, on va descendre et puis on va remonter. Et bien, dans la descente, il y aura beaucoup de perdants. Tous ceux qui aujourd'hui, entre guillemets, je ne vais pas utiliser le terme parce qu'il n'est pas beau, mais qui utilisent le système dans sa définition, mais qui vont pas vers l'intérêt public. Donc leur passage d'un état du système qui est mauvais à un état du système qui est bon, il y a des perdants. Et c'est tout le sujet de la transition d'un état du système sous-optimal à un état du système optimal. Donc ça, c'est ce sujet-là. Donc ça, c'est très compliqué. Alors, à part ça, il y a un deuxième sujet, plus politique. Plus politique sur notre proposition d'opérateur global de prise en charge de la santé et de la dépendance, c'est le sujet du libre choix. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre système, on a le libre choix. On peut aller chez le médecin qu'on veut, on peut aller chez le service à domicile qu'on veut, on peut aller dans l'EHPAD qu'on veut et on peut aller dans l'hôpital ou la clinique qu'on veut. C'est le principe de libre choix des Français. Et donc c'est vrai que là, on n'a plus le libre choix. Puisque si vous rentrez chez un opérateur global de santé, vous êtes pris en charge du début jusqu'à la fin dans cette prise en charge. Vous n'avez plus de choix. Mais Bernard Ben Saïd, dans ce que vous êtes en train de décrire, à travers la vision qui est la vôtre, et de décrire, on pourrait avoir l'impression d'une médecine à deux vitesses. Alors, là aussi, je vais vous faire une réponse en deux temps. Oui, il y aura une médecine à deux vitesses, parce que de toute façon, l'opérateur global privé, il offrira plus de confort que l'opérateur public. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez bien des prises en charge privées qui sont, entre guillemets, avec plus d'options que les prises en charge publiques. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que dans l'hôpital public aussi, vous avez des options. Vous pouvez avoir des chambres individuelles, vous pouvez avoir des repas améliorés, vous pouvez avoir des services particuliers. Donc on a déjà de façon une médecine à deux vitesses, y compris dans le public aujourd'hui. Donc il faut on parlerait davantage si on suit votre raisonnement, d'un opérateur sans reste à charge et un opérateur avec reste à charge. Exactement, ça serait plus juste. C'est ça, tout à fait. Même l'opérateur public pourrait choisir du reste à charge. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez dans le hôpital public, vous avez Apital. Apital, il va vous proposer un comptoir particulier où il y a une prise en charge spécifique. Je suis désolée, je vais quand même insister dans ce que vous nous décrivez. On pourrait y lire un système qui ressemble beaucoup au système américain. Un système où le financeur du système choisit l'opérateur du patient. Par exemple, c'est la mutuelle qui va vous dire à quelle pharmacie vous devez vous rendre. Ou si vous avez besoin d'une hospitalisation, de vous dire par rapport à vos droits, c'est tel hôpital et c'est pas un autre. Sous peine de ne pas être remboursé. Pour moi, ce n'est pas du tout le système américain, où là, effectivement, c'est le financier qui vous dit où aller. Et si vous n'avez pas là où il vous dit d'aller, vous n'êtes pas remboursé. Donc, ce n'est pas du tout ça. C'est un financement qui serait à la capitation, puis à l'acte. Donc, ça, c'est un premier avantage. Et c'est un financement qui ne peut pas donner des ordres au patient. C'est le patient qui choisit son opérateur global.
c'est le patient qui choisit son opérateur global. Comme aujourd'hui, il choisit son médecin traitant, ou il choisit son service d'aide, ou son EHPAD, ou son hôpital. Toutefois, aujourd'hui, on pourrait penser dans le système français que les mutuelles complémentaires sont les opérateurs globaux de santé. Alors, dans certaines mutuelles, livre 2, ne font que du livre 2, et donc là, elles ne font pas de santé. Et il y a des mutuelles livre 2 qui sont aussi mutuelles livre 3, par exemple, je pense à Vive. Et donc, eux, effectivement, ils sont financeurs et opérateurs global de santé. Mais en stricte orthodoxie économique, il faut éviter le mélange des genres. Le financement, c'est une chose, les opérations, c'est une chose, c'est autre chose. Donc on devrait presque avoir interdiction, il faudrait presque qu'il y ait interdiction aux financeurs d'agir dans le monde des opérations. Et inversement, les opérateurs ne pourraient pas financer. Sinon, il y a un mélange des genres qui fait qu'on pourra aller vers le modèle américain. Mais les Français sont complètement contre le modèle américain, et personnellement, je suis contre aussi. D'accord. Comment votre transition, Bernard Ben Saïd, envisage-t-elle ce que les économistes appellent le biais de sélection? L'opérateur global, qu'il soit public ou privé, finalement, est-ce qu'il n'a pas intérêt à sélectionner sa file active? Ça, c'est le premier point. Et n'a-t-il pas intérêt, en quelque sorte, à décourager les patients dits lourds pour éviter de les prendre en charge? Oui, là, vous avez tout à fait raison. Bon, vous pointez un point qui est très important dans notre système, c'est le biais de sélection. Alors d'abord, première remarque, le biais de sélection, il existe déjà aujourd'hui. Oui, il peut y avoir un problème de biais de sélection chez l'opérateur global, mais il est beaucoup, beaucoup plus faible. Pourquoi il est beaucoup plus faible? Parce que l'opérateur global va prendre en charge les patients très en amont, avec des files actives qui ne sont pas lourdes par définition. Donc, par définition, le biais de sélection, il est faible. Les incitations au biais de sélection, il est beaucoup plus faible. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc déjà, de ce point de vue-là, l'opérateur global est meilleur que les opérateurs verticaux. Deuxième point, si vous voulez, la file active, on pourrait imaginer imposer aux opérateurs globaux des files actives automatiques. En quelque sorte, les opérateurs globaux ne pourraient pas choisir, auto-sélectionner leurs patients. Je ne sais pas, à 10, 20, 30%. Bonjour, je suis médecin hospitalier en gériatrie et en anesthésie. Et votre question d'opérateur global m'interpelle sur un point, la question va être toute simple. Si on parlait des responsabilités donc justement de cet opérateur global, où est-ce que ça commencerait? Parce qu'en fait, moi, je vais réfléchir du coup, je vais prendre le modèle, c'est la roue de secours. Tout va bien tant que tout roule. Mais nous, avec mon collègue, on est en court séjour gériatrique. C'est quand plus rien ne va en ville, peu importe l'opérateur global ou pas global. Ça arrive chez vous. Ça appelle le 15, ça monte dans une ambulance, ça arrive aux urgences. On remue 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures, et hop, ça remonte en court séjour gériatrique. Donc en fait, la dead zone, en fait, le bout du bout, c'est soit réanimatoire, réanimation, soit pas réanimatoire, court séjour gériatrique. En fait, il y a cette impasse-là. Quand je parlais de la responsabilité de l'opérateur global, je parlais de cette partie-là, c'est-à-dire à quel moment il y aura cette délégation en quelque sorte de tâches. Est-ce que cet opérateur global est un coordinateur et donc en fait c'est une mise en relation, ou est-ce que c'est un vrai opérateur global jusqu'au bout du bout avec des services dédiés, des établissements à lui? Est-ce qu'au final oui, c'est très important ça. Peut-être je me suis mal exprimé. L'opérateur global, c'est pas du tout un coordinateur. C'est un opérateur de santé. Donc il a ses propres établissements, il a ses propres services, il a ses propres départements, il a ses propres médecins, il a ses propres équipements, il a ses propres autorisations. Il a tout. Et si vous voulez, si à un moment donné, pour une raison, il n'a pas, dans le cahier des charges de l'opérateur global, il y aura la recherche d'acquisition d'autorisations supplémentaires, d'établissements supplémentaires, de compétences supplémentaires. Il a la responsabilité opérationnelle. C'est pas, les coordinateurs, j'y crois pas. En France, on a mis des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, peut-être des milliards d'euros sur la coordination. Ça n'a jamais marché. Parce que déjà, les opérateurs eux-mêmes, et encore quand ils sont en silo, ils ont un problème de coordination entre un service de SSR, entre un service d'urgence, entre un service de réa. Déjà dans l'établissement, on a des problèmes de coordination. Alors imaginez quand c'est entre des établissements différents qui appartiennent à des opérateurs différents. C'est impossible. Donc regardons les vrais sujets.
À la suite de mon collègue, en fait, il y a des pathologies à risque de réhospitalisation, donc, comme les insuffisances cardiaques chroniques, surtout chez les personnes âgées. Et vous dites qu'avec cet opérateur global, plus on est malade, en fait, on doit tout faire pour que le patient ou le client ne tombe pas malade, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces pathologies? On sait que ces patients vont revenir à l'hôpital. Et Ils sont rentrés en amont dans une file active. Ils sont rentrés, je ne sais pas, 70 ans, 75 ans dans une file active. Et il faut les prendre en charge jusqu'à leur fin de vie. Voilà. Donc, vous ne pouvez plus vous dire qu'est-ce qu'on en fait. C'est votre responsabilité. Ils sont rentrés dans votre file active. Vous avez la responsabilité de cette file active du début jusqu'à la fin. Et tout votre sujet, c'est qu'au lieu d'essayer de dépenser à la fin de vie, vous allez remettre de l'investissement sur la prévention, l'accompagnement, l'alimentation, tout ce que vous pouvez imaginer, le lien social, de manière à ce que, si vous voulez, cette fin de vie soit la plus agréable possible, la moins médicalisée possible, et qu'au bout du compte, on génère les bonnes incitations. Aujourd'hui, on a un système qui génère au mieux pas d'incitation, et moi je dis au pire des mauvaises incitations. Bonjour. Si j'ai bien compris, votre système se met en place à partir du moment où on détecte un début de dépendance ou de pathologie. Ça veut dire que le bénéficiaire a vécu toute sa vie avec ses professionnels de santé, ses aides à domicile, et à partir du moment où il va commencer justement à avoir besoin d'une certaine stabilité, on casse tout et on le met dans un système tout nouveau avec des opérateurs qu'il ne connaît pas, des accompagnants qu'il ne connaît pas. Est-ce que ça ne va pas plutôt créer un choc qui va précipiter, parce qu'on sait qu'à partir du moment où la dépendance commence, il y a des effets de glissement très rapides. Est-ce que ce choc-là ne va pas accélérer cet effet de glissement? Question. Je n'ai pas l'impression, puisque si vous voulez, dès que vous avez un accompagnement à domicile, ça y est, vous êtes déjà dans une prise en charge. Si la personne dont vous parlez a déjà des aides à domicile, il a déjà des infirmiers à domicile, il y a déjà du portage de repas, quelle que soit, si vous voulez, l'intervention médico-sociale qui est à domicile, déjà, il est déjà pris en charge. Donc, il est déjà rentré dans une file. Donc, oui, mais là, on lui demande de tout changer. Non, pas du tout. Pourquoi vous... à vous dire, quand on passe d'un système à l'autre, c'est oui, ça? C'est ça. D'accord, c'est le sujet. Oui, c'est tout le sujet de la transition. On sait bien que sur le sujet de la transition, il faut réfléchir. Aujourd'hui, qui est opérateur global en France? Qui? Personne. Peut-être l'hôpital un petit peu. L'hôpital un petit peu, puisque l'hôpital, il a le centre de santé, il a l'EHPAD, et s'il se marie avec le CCAS, il a le SAD et le SIAD. Et il peut avoir le HAD. Donc lui, il est un peu opérateur global, mais il ne se vit pas du tout comme opérateur global. Je n'ai jamais vu un hôpital public se vivre comme opérateur global. Jamais. Les services ne se parlent pas. Entre l'EHPAD et le service de gériatrie, on ne se discute pas. Je ne sais même pas si on a des réunions, etc. Bon, donc sur le papier, Orpea, je suis désolé d'avoir cité Orpea, est un peu opérateur global parce qu'il a des EHPAD, il a des SSR, des SMR maintenant, et il a du domicile, mais les gens ne se parlent pas. Entre Clinéa et Petit-Fils, ils ne se parlent pas. Il y a zéro coordination. Nous, on est un petit peu opérateur global, mais on n'est pas encore assez dense sur les territoires. Et on force nos directeurs à discuter entre eux. Ils discutent aussi grâce à la plateforme, mais on est encore très loin de ça parce qu'il n'y a pas encore le déclic. Le déclic, ça va être la rémunération et la capitation. C'est ça qui va être le déclic. Merci à tous. Il est 13h30. Merci pour vos questions. Bonne journée.